la guerre secrète du pétrole. Alors faisons rapidement le point en quelques exemples. Nous allons prendre le cas de la France. En 1975 par exemple, selon le cinquième plan, la France avait besoin de 105 millions de tonnes de pétrole. Et le sol français n'en produisait que 3 tonnes, 3 millions de tonnes, autant pour moi, de pétrole. Alors, où est-ce que la France irait chercher les autres 102 millions de tonnes? Vous conviez avec moi que la France était donc dans l'obligation de se mettre en une posture impérialiste ou plutôt aventuriste, d'aller chercher du pétrole dans d'autres pays ou sur d'autres territoires. Cela a abouti en effet à l'accord que la France a eu en Irak. La France a pu obtenir certaines concessions en Irak et on est bien curieux de savoir quelle a été la réaction de nos partenaires, des partenaires de la France, donc les États-Unis, de savoir que la France avait eu des concessions en Irak, n'est-ce pas? De temps en temps en France, on parle toujours du shortage, on parle de la fin du pétrole, on va parler de, 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 de la chute des hydrocarbures. En fait, on n'oublie pas les menaces qu'avait subies la France, les menaces de saccager ses tankers, d'où l'idée depuis qu'il pouvait avoir un shortage, n'est-ce pas? Est-ce que le shortage viendrait de la fin du pétrole, du manque de production ou plutôt d'une logistique ou d'une géopolitique? Il y a un chercheur qui a eu à publier, le docteur, le nom m'échappe un peu, le docteur Kalinko, oui, le docteur Kalinko, qui avait dit, selon certaines de ses recherches, que le pétrole aurait constitué le ciment qui a permis au continent comment dire, qui aurait permis au globe de se former, donc de racoler les morceaux des roches. Donc, selon lui, l'hypothèse de la fin du pétrole ne tenait pas. Selon lui, il y aurait assez de pétrole dans le monde pour les êtres humains. Mais comment comprendre que les nations en soient d'arriver plutôt à des conflits? On va prendre le cas de l'Allemagne. L'Allemagne a eu la première guerre, la deuxième guerre de 39-45, oui, la deuxième guerre ensuite, qui a largement affecté l'Allemagne. Vous voyez, l'Allemagne a perdu ses colonies. Perdre ses colonies veut dire perdre ses territoires d'outre-mer, ses concessions pétrolières à l'étranger. Et entre-temps, l'Allemagne était restée une puissance, je vais dire, vulnérable. Elle n'avait pas de source d'approvisionnement en pétrole jusqu'à ce que les prouesses de IG Farben sur le pétrole synthétique commencent je vais dire, à donner une certaine à donner des résultats. À partir de là, l'Allemagne a recommencé à rêver d'une certaine puissance sur le plan international avec son pétrole synthétique. Et à côté, on peut prendre le cas on peut également parler de l'Italie. L'Italie, donc, on n'en a pas trop parlé depuis. L'Italie, avec sa position avec Mussolini à la tête de l'Italie s'étant alliée à l'Allemagne, a perdu également ses colonies et ses territoires d'outre-mer au lendemain de la guerre. Et perdre les territoires, comme je vous ai dit, c'est perdre des concessions pétrolières. Donc l'Italie également s'est retrouvée dans la même posture que l'Allemagne. Seulement, l'Italie aura un messie au nom de Enrico Mattei. Enrico Mattei, toujours incompris. Enrico Mattei était le dirigeant, c'est-à-dire le directeur de l'ENI. L'ENI qui est l'entreprise nationale du pétrole en Italie. Ok.
qui va de plus en plus faire comprendre la nécessité et l'importance d'avoir des réserves de pétrole pour la suivi de l'État italien. Malheureusement, sa mort tragique en 1962, si j'ai bonne mémoire, 1962, va à nouveau replonger l'Italie, va mettre un frein à l'expansion économique italienne. Il faut rappeler que Enrico Mattei était très 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 combattu, très détesté, puisqu'il ne voulait pas et il a fait cet effort de ne pas s'aligner selon la volonté des grands trusts. Donc sa mort va une fois de plus plonger l'Italie. À côté, on peut parler même du Japon. Le Japon, quant à lui, a eu, selon après la guerre, le Japon s'est complètement aligné dans la vision américaine. Dans la vision américaine, le Japon de nos jours, ou depuis en Asie, a toujours été un des alliés des le Japon est toujours resté allié aux États-Unis et on est sans l'ignorer que le Japon a perdu la guerre du pétrole après la Deuxième Guerre mondiale. Donc à ce titre, le Japon est resté aussi dans l'impasse, mais un sursaut d'espoir pour le Japon qui a obtenu des concessions en Arabie Saoudite pour pouvoir se relever. La Russie, quant à elle, reste l'une des grandes gagnantes malgré le fait que les anglo-saxons aient tenté à plusieurs reprises de prendre les gisements de Bakou et du Turkménistan. Okay? Elle a su conquérir une totale indépendance en matière de pétrole. La preuve, en 1938, elle produisait environ 30 millions de tonnes. Et en 1965, elle produit 265 millions de tonnes de pétrole seulement sur son propre territoire. Ce qui a permis à la Russie de se hisser en deuxième position sur le rang mondial, okay, après les États-Unis. Donc la Russie reste le grand gagnant de ce jeu. Revenons au cas de la France. La France, jusqu'ici, avait perdu presque toutes les batailles. Seule son alliance avec les Alliés l'a sauvé des situations chaotiques, notamment en 1917. Il ne restait plus que, selon certaines sources, il ne restait plus que les réserves pour 3 jours, les réserves de carburant qui pouvaient tenir 3 jours. Donc, c'est l'alliance avec les Américains, notamment la Standard Oil de Rockefeller, qui permet d'approvisionner les armées françaises et qui les permettent de reprendre Paris. Donc, c'est donc cette alliance qui a permis d'approvisionner la France en pétrole. Pour une seconde fois lors de la Deuxième Guerre, ce sera encore les Américains qui viendront sauver la France avec du pétrole. Cette aide ne se fera pas sans récompense. Selon certaines sources, les Alliés ont toujours fait payer à la France trop cher leur aide. Pour preuve, à la suite de toute cette assistance, tous ces accords, cela signera, autant pour moi, désolé, la fin de la France dans certains pays, la perte de ses concessions, notamment en Syrie, en Irak, en Libye, en Égypte, par exemple, où la France était en pleine implantation. Donc, ce sera la fin de leur implantation dans ces pays-là. La France s'est donc retirée de ces pays, a perdu ses gisements dans plusieurs pays producteurs ou les pays qui gardent les
canaux de transit du pétrole, mais elle ne s'est pas résignée, elle n'a pas croisé les bras. Nous verrons bien sûr dans la suite de cette formation les moyens dont la France a continué de mettre en œuvre pour s'acquérir ou pour remplir à elle également ses réservoirs. À titre de rappel, le général de Gaulle lui-même avait affirmé lors d'une déclaration que la France se devait de garder autant dans ses réservoirs autant de pétrole, si je paraphrase, hein, que nécessaire, que le sacrifice qu'elle a donné dans les guerres. Okay? Donc la France va user de plusieurs moyens pour s'en approvisionner également en pétrole. Nous prendrons ensuite le cas de l'Inde où la population croupit dans la misère. Il ne faut pas chercher très loin d'où l'origine de cette misère qui sévit en Inde aujourd'hui. Cette misère est due à un plan systématiquement pensé de la peur, en fait, selon certaines hypothèses, la peur de la surproduction, étant donné que le sous-sol de l'Inde est extrêmement riche. La peur de la surproduction a poussé les grands trosses à imposer des sanctions à l'Inde et à l'empêcher à lui interdire une probable installation des industries de production du pétrole synthétique. Voilà la raison pour laquelle la pauvreté sévit en Inde. Pourtant, elle détient un sous-sol extrêmement riche. On parlera ensuite de la Chine. La Chine de par sa position. Tout d'abord, il faut rappeler que la Chine a été pendant longtemps mise à genoux par le Japon et les Occidentaux. Mais peu à peu, la Chine se réveille. Elle a d'abord, dans un premier temps, été aidée par des techniciens russes qui leur ont prêté main forte du point de vue de la technologie. Et désormais, la Chine a un regard sur les ressources du Vietnam, de l'Inde et de la Sibérie, par exemple. Donc, désormais, les deux premiers du rang mondial, donc les Américains et les Russes, devront envisager un partage à trois, incluant désormais la Chine, qui se montre très ambitieuse et qui risque de se positionner en troisième puissance mondiale, ce qui pourrait dégénérer en une troisième guerre mondiale, puisque les deux autres ne verront pas très bien la venue du troisième, encore que ce troisième a des tendances communistes. Donc les capitalistes ne verront pas très bien cette venue. Mais tenez-vous tranquille, en matière de pétrole, tout est possible. À côté, on va encore prendre deux pays, euh, parmi lesquels je dirais un gagnant et un perdant. En fait, le gagnant pour moi ici sera l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui, malgré les pressions internationales, malgré les embargos, malgré toutes les sanctions internationales, a réussi à installer sur son territoire des usines de production du pétrole synthétique pour pouvoir soutenir son économie. Donc, l'Afrique du Sud, voilà comment elle s'en est sortie. Et à côté, je vais parler du perdant qui est pour moi l'Iran. J'ai d'abord mentionné l'Iran et j'ai bien précisé que l'Iran est un pays musulman, mais n'est pas un pays, mais n'est pas une nation arabe. Donc, je veux dire, l'Iran est un pays musulman, mais n'est pas membre de la nation arabe, comme il se dit. Malgré sa production, malgré son sous-sol, l'Iran est toujours en posture de faiblesse parce que selon certaines sources, l'Iran reste une colonie occidentale. Donc, et elle ne pourrait vraiment décoller de ce point de vue. En plus, sa position stratégique, sa position géographique, je veux dire, avec sa limite qu'elle partage avec la Russie, l'URSS, la rend particulièrement fragile.
Donc, voilà grosso modo les situations de plusieurs nations dans plusieurs États dont j'ai pris pour illustrer un peu ce que je suis en train de vous expliquer depuis la guerre secrète du pétrole. Une guerre qui ne s'avoue pas, une guerre les guerres qui se font en fait sous d'autres prétextes, des alibis, mais au fond, c'est une seule guerre qui porte un seul nom, c'est la guerre du pétrole et elle est tenue secrète.